Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une consoeur. Une consoeur, mais que fait-elle? Directrice de casting, elle a un spa? Eh ben non, sa voix. Vous la connaissez, son timbre de voix envoûte, ses succès s'enchaînent. Auteure, compositrice de mélodies, guitariste, mais surtout une femme qui a décidé de parler vrai. De lever le voile. Ce serait facile de rester cachée derrière les paillettes. Elle a décidé de se raconter pour aider les autres. Authentique. Voilà, c'est ça, elle est authentique. Elle ose et parle vrai. L'artiste que je reçois aujourd'hui a, elle aussi, créé un podcast. Et celui-ci s'appelle Contradiction. Merci à elle d'être là, entière et généreuse. Rose, bienvenue. Merci beaucoup, quelle jolie introduction. Merci Soledad. Rose, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce juin 2023 ? Écoute, je crois que j'ai décidé de devenir celle que j'étais. Alors je ne sais pas si c'est celle dont je rêvais, mais en fait il faut accepter qui on est parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que essayons peut-être d'être... ce pourquoi on est venu incarner notre corps. Voilà ce que je pense. Rose, tu viens de Nice. Raconte-nous un peu ton enfance. Tu viens d'un milieu artistique. Que faisaient tes parents ? Alors, mes parents étaient étalagistes. Donc, c'est des décorateurs de vitrines, de magasins, de prêt-à-porter. Et ils ont commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire à 13 ans, 14 ans, voilà. Ils font partie de cette génération d'enfants d'ouvriers qui eux-mêmes n'ont pas fait d'études. Voilà, mon père, je pense qu'il a dû arrêter à 16 ans, ma mère bien avant. Et ma mère est italienne et donc fille d'émigrés italiens. Et donc c'est marrant, mon grand-père s'appelle Papy Franco, tu vois. C'est pas vrai. On a ça en commun, je suis d'origine italienne. Voilà, et puis Soledad, c'est quoi? C'est solitude? Solitude, oui, c'est très gai. C'est fou, hein. Et moi j'adore la solitude, c'est merveilleux. Je pense qu'il faut énormément de solitude pour pouvoir apprécier les gens. Il faut voir beaucoup de gens pour apprécier la solitude. Donc, il faut un juste milieu. La solitude, tu la connaissais pas? Tu as des frères et sœurs petites? Je suis une enfant du milieu, l'enfant sandwich, niçoise. Mes parents, donc, mon père musicien, ma mère pas du tout artiste. Mais femme de musicien, donc elle est bien obligée d'être un peu là-dedans. Mon père est amateur. D'accord. Donc, amateur, il joue tout le temps. Il joue beaucoup plus que moi, en fait. Il a toujours joué plus que moi, chanté plus que moi, mais vraiment pour le plaisir. Mais dans ton livre Kérosène, édité en 2019, tu te décris comme une enfant paumée, rebelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est plus tard. Parce que j'ai une enfance heureuse et joyeuse et lumineuse au soleil de Nice, tu vois. Et puis l'adolescence, je perds un peu de pied assez rapidement. Je me sens pas très bien dans ma peau. Et puis j'aime bien le côté mélancolique. J'ai un côté bonheur mélancolique, tu vois. Genre, tu rêvais de quoi à l'époque? En fait, je pense que j'étais très fan de Jean-Jacques Goldman. Donc j'avais ce truc-là. Et en fait, ce que j'aimais chez lui, c'était pas son côté star et devant de la scène. C'est le fait qu'il écrive pour les autres. Et ce que j'aimais, c'était la grande époque de Céline Dion. C'est cet album-là. J'ai vu les images des deux en studio. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire des textes et des chansons pour des voix comme ça. Donc déjà adolescente, tu étais inspirée par la musique. Ouais. Tu as pris des cours de théâtre ou de guitare, pardon? Rien. Mon père m'a appris à jouer de la guitare. Donc, je dis dans le livre Kérosène justement que c'est ma langue paternelle. Il m'a appris ça et ma mère m'a pas appris l'italien. Donc c'est ça qui est fou. J'ai vraiment la langue de mon père et pas l'italien. Je le comprends parce que je l'ai entendu beaucoup parler, mais je le parle pas. Et la guitare, c'était un prolongement de moi. Donc souvent quand on me dit tu joues de la guitare comme un mec, c'est marrant. Il y a ce côté-là de pas avoir appris, tu sais, comme si tu joues de la guitare, comme si ça fait partie de toi, en fait. Je suis née un peu avec une guitare, presque. Donc là, adolescente, tu prends des cours de guitare avec ton papa, tu aimes la musique, ça t'inspire, mais tu choisis un autre chemin, tu fais même des études de droit pour devenir prof. Raconte-nous comment. Alors non, pas des études de droit pour devenir prof. Disons que déjà, je pars vivre en Israël. 2 ans.
Ok. Voilà. Donc déjà, je rate mon bac. Donc, échec. Je pars vivre en Israël. Je reviens parce que j'aime pas échec. Donc j'ai 20 ans. Il va bien falloir commencer quelque chose. Je me dis, allons dans la fac de droit. Tout le monde va à la fac de droit parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, on va en droit, tu vois, parce qu'il y a plein de débouchés. Donc je commence des études de droit parce que je ne sais pas quoi faire. C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ce sont des études qui semblent lourdes. Oui, ça va. Enfin, j'aime bien parce qu'il faut jouer avec la langue, parce que je suis assez méthodique, je suis très synthétique. Donc j'ai des très bonnes notes, je m'en sors bien, quoi. Et puis petit à petit, je commence à découvrir la musique et les bars et le vieux-Nice et tout ça. Et je commence à vraiment me dire que les musiciens, je commence à tomber amoureuse de musiciens dans le vieux-Nice. Avec ma meilleure amie, on commence à sortir un peu le soir. Et là, mes notes, elles chutent. Et puis moi, j'ai envie de vivre la nuit. Ma meilleure amie, je vous le fais quand même très court parce que sinon il faut lire Kérosène, c'est très important. Mais on monte à Paris, elle un an avant, elle dans l'idée de travailler dans la musique, Johanna, pour devenir ma manageuse. Ok. Et moi dans l'idée de rien du tout, comme d'habitude, puisque je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Et elle y croit pour deux. Et en arrivant à Paris, je finis ma maîtrise de droit à la Sorbonne. Mais tu viens à Paris pour les études alors? Non, je viens à Paris parce que j'en ai marre de Nice Ok. et parce que je veux suivre Johanna et parce que en fait l'histoire est trop longue, mais dans Kérosène on apprendra que j'ai eu une péritonnite en début de licence, de maîtrise, et donc j'ai décidé d'arrêter ma maîtrise en cours de route puisque j'ai pas pu passer mes examens. Donc je repasse ma maîtrise de La droit. péritonite, je connais, c'est très très grave. Très très grave. Très très Et grave, on m'a t'as dit failli après- mourir on m'a en dit fait. ça après, je ne savais pas. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que ça a changé ma vie. C'est que je ne comptais pas une seconde venir habiter Paris. Ok. Jamais. Et comme j'ai dû arrêter en cours d'année mes études parce que j'avais raté les examens de janvier, je n'avais pas envie de passer septembre. Et j'ai dit, je vais aller voir Johanna qui, elle, est montée à Paris. Je vais aller chez elle une semaine ou deux. Et puis, je ne suis plus jamais revenue, en fait. Et après, l'année d'après, je voulais arrêter, moi, mais mes parents m'ont dit fini, fini, fini. Donc, j'ai fini Les études. Maîtrise de droit à l'époque à la Sorbonne. Bon, ça aussi, dans Kérosène, on apprendra que j'ai un peu triché. Après coup, c'est pas bien grave. Tu parce que de l'as toute façon, je dit un peu n'exerce pas. Oui, voilà, avec la petite oreillette pour Ouais. tricher. Il y avait Ça pas m'a encore d'oreillette, intrigué, ouais. ça m'a intrigué. Raconte-nous juste. Un kit-main libre qu'on mettait dans l'oreille, dans le cou. Et puis, comme c'était pas encore. Franchement, c'était pas du tout. Tu innovais un truc là. Personne n'avait des oreillettes. Enfin, c'était les kits-mains libres, c'était nouveau, quoi. Et en quelqu'un te soufflait les réponses. oui. Comment t'as fait? En fait, dans des examens avec beaucoup de gens en amphi, c'était assez facile. Je lui disais, voilà, j'ai ça comme question. Enfin, j'arrivais à parler dans mes cheveux. Mais le plus gros du gros, c'est quand je me retrouve seule face à quelqu'un pour des oraux, quoi. Et en fait, je tire un papier et je dis à haute voix la constitution de nanana. Et là, elle me dit, j'ai pas entendu. Et je fais, vous voulez dire la constitution de... Le mec, il me regarde, il fait, oui, et donc allez vous asseoir, vous avez préparé votre sujet. Énorme. Et l'autre derrière, c'est moi, j'étais là, tous. Oh là là Voilà. là J'ai là. eu 17. 17, bravo. Bon, Et donc ne jamais faire ça. De toute façon, maintenant, ça ne se fait plus. On n'a plus de téléphone dans les amphis. Je ne sais pas comment ils font, les profs, comment ils se démerdent entre l'intelligence artificielle, les kits mains. Je ne sais pas comment on fait. Ouais. Donc voilà, après ça, par hasard, je suis devenue instite parce que je ne savais pas quoi faire non plus. Tu as aimé ça, être instite? J'ai aimé le contact des enfants. J'ai aimé parce que j'aime transmettre. Mais je n'ai pas aimé ce métier-là qui est une telle responsabilité qu'il faut être... Il faut avoir les épaules pour ça, en fait. Moi, je sais que je prépare des enfants pour l'avenir. Et quand je Parce que confie tu y mon mets enfant, toujours beaucoup de conscience. Je trouve que c'est ce qui t'incarne, la conscience. je pense que justement, j'avais conscience que je n'en mettais pas à cette époque. Et je me disais, il faut quelqu'un qui ait plus de conscience pour ça. Et comme moi, je commençais à sortir le soir et tout ça, et que des fois, j'arrivais dans des états de fatigue, pas dormi et tout ça. Enfin, c'était pas normal, quoi. Et j'aimerais pas confier mon enfant de 7 ans à une institutrice qui n'est pas consciencieuse, justement. Et là, comment s'élabore, tu chantes, comment ça vient à toi, en fait, cette j'ai destinée? toujours chanté. Et j'ai toujours fait des textes et parfois quelques chansons jeunes. Et là, je commence à en faire de plus en plus. Et à ce moment-là, au moment où je suis institutrice, je suis en couple avec quelqu'un qui deviendra mon mari après. Mais à ce moment-là, il me quitte. Et j'écris cette chanson qu'on connaît aujourd'hui, La Liste. La Liste. Et à partir de là, Johanna, donc, qui décide d'être ma manager,
ma manageuse, me demande d'enregistrer ça sur un CD. J'avais jamais fait une maquette, quoi. Et donc voilà, et ça a commencé comme ça. Une amie fidèle qui croyait en toi Elle croyait terriblement. Ouais. Et en fait, j'ai dit à mes parents, voilà, je vais arrêter pendant 6 mois. J'ai dit, je me laisse 6 mois pour faire de la musique parce que Johanna, elle croit en moi. Voilà ce que j'ai dit. C'est fou. Ouais. Et donc, Johanna, cette maquette, elle la présente à une maison de disques. À sa boss, qui était éditrice, Ok. qui, elle, m'a signé en édition, qui m'a proposé en contrat pour une maison de disques. Et après, en quelques semaines... C'est ça qui est intéressant. En quelques semaines, un succès dingue. Parce que ce titre, c'était en 2006. Alors après, Ciao Bella, enfin les titres et Ciao les Bella succès... pour Papy Franco. s'enchaînent. Mais alors, comment tu as vécu cette notoriété soudaine? On peut parler d'une notoriété soudaine. Oui, je touchais pas seule, en fait. J'étais vraiment pas les pieds sur terre. J'avais décidé de brûler tout ce qui arrive, enfin de vivre le truc à fond, un petit peu comme si ça devait s'arrêter, quoi. Mais après, ce qui était bizarre, c'est que j'ai cramé tout l'argent que j'avais pendant 10 ans, comme si ça devait jamais s'arrêter. Donc j'étais un peu entre deux. Mais à ce moment-là, j'avais très envie de vivre ça à fond. En fait, ce qui était génial, c'est que j'avais pris tous mes amis avec moi, mais des amis musiciens. J'avais un bassiste que j'avais été chercher à Nice, des amis guitaristes. Enfin, j'ai choisi mon équipe. Et à partir de là, on était dans un camion 9 places et c'était une bande de potes. On était en colo, quoi, en fait. Mais Rose, attends, parce que quand on t'entend, on a l'impression d'une simplicité incroyable. Pense à tous nos chanteurs qui nous écoutent et qui disent « Attends, mais moi, j'ai des textes. D'après toi, c'était quoi, au-delà de ton talent, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, que ça a décollé? Parce que les succès s'enchaînent. Tu écris après pour Zaz, pour Jennifer, pour Libertignac. Enfin, tu es quand même autour de toi des noms. Tu es connue, reconnue, compositrice. On a l'impression d'une légèreté comme ça, au-delà de ton talent. Et cette amie Johanna, qu'est-ce qui a fait que ça a perduré et cartonné, d'après toi? La chance, les rencontres? J'ai toujours été dans la légèreté, c'est vrai. Et peut-être Propre Gémeaux. Ouais, peut-être à cette époque plus, et qu'aujourd'hui, j'ai conscience vraiment des choses. Mais à cette époque-là, je suis vraiment trop légère, quelque part. C'est ce qui fait que ça marche au début. Pourquoi trop légère, justement, cette légèreté? Non, c'est très bien parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai cette philosophie qui est de faire des choses et de ne pas... de ne rien attendre, voilà, de ne pas s'accrocher au résultat des choses, mais par contre d'avoir des bonnes actions, les actions justes, adéquates, celles qui vont avec mon cœur, avec ma tête, voilà, cette espèce de truc qu'on dit alignement aujourd'hui, mais moi je préfère adéquate. Et à cette époque-là, sans m'en rendre compte, évidemment, j'ai fait cette chanson, j'ai pas pensé une seconde à savoir si ça allait marcher, donc il y avait vraiment ce truc-là de ne pas du tout s'accrocher au résultat qui pour moi est une des clés des succès. Vraiment très importante de ne pas du tout attendre quelque chose quand on fait quelque chose, en fait. Quand on fait quelque chose avec le cœur, on n'attend pas et peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas. Souvent, je pose des actions, comme je dis, et puis j'attends. C'est comme des bouteilles à la mer. Et puis, celle que le ciel aura choisie, il vous renverra l'ascenseur à ce moment-là. Mais il faut faire plein de choses pour attendre un retour, mais ne pas... enfin bref, à ce moment-là, ce que je comprends, et aujourd'hui c'est encore la même chose, c'est que je suis quelqu'un de très opportuniste dans le bon sens du terme. J'adore le mot opportunisme. On peut en parler? Complètement. Parce que pour moi, c'est très important. Pour moi, l'opportunisme, c'est vraiment d'écouter son cœur, son intuition. Et de saisir sa chance. Exactement. Donc de sentir que c'est le moment. Et au moment où Johanna me dit, j'ai la meilleure amie qui soit au monde, qui travaille dans la musique, qui croit en moi. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'il faut pour marcher? Il faut des gens, il faut croire en soi. Comme moi, je ne croyais pas assez en moi, j'avais trouvé quelqu'un qui y croyait à ma place, donc c'était déjà pas mal. Moi, j'ai fait confiance. Donc ce qui est très important, deuxièmement, c'est la foi. Avoir confiance, lâcher prise. De pas être là parce que la paranoïa, le côté contrôle frics, souvent ça marche pas. Et troisièmement, c'est vraiment de surfer sur les vagues. Donc j'avais la bonne chanson au bon moment avec la guitare parce qu'elle avait ouvert la voix, Carla Bruni, avec ça déjà. Et puis c'est vrai que c'était une bonne chanson et je pense que c'est ce que les gens avaient envie d'entendre à ce moment-là, quoi. Et je me rends compte aujourd'hui avec mon podcast sur l'addiction, contre-addiction, que je suis en train de faire exactement la même chose à un autre niveau. Moi, je ne cherche pas le succès. C'est pas le succès et l'argent que je recherche, mais c'est l'intérêt. Donc, si les gens y trouvent un intérêt, c'est que c'est le bon moment et c'est que ce que je fais est intéressant et surtout est utile.
Parce que la chanson La Liste, à ce moment-là, il y avait une utilité qui était déjà pour les personnes qui vivaient des ruptures. Il y avait vraiment une chanson très... Enfin, cet album entier a vraiment aidé énormément de gens qui vivaient des ruptures. Et ça, je l'ai compris bien plus tard. Hein. Il y avait ce truc-là. Il y avait aussi cette sincérité de revenir avec des chansons à texte, parce qu'on n'était plus là-dedans. Carla Bruni est revenue avec ça. Mais moi, j'ai plongé, je me suis plongée dans cette brèche. Et aujourd'hui, Et avec ce timbre de voix voilà, sur le fil. on n'avait plus envie de chanteuse à Ah. voix à ce moment-là aussi. Mhm. Donc je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Mais là, je n'ai pas. Donc c'était réfléchi, Non, non. Je pense que tout ça, c'est de l'intuition. intuitif. Et l'intuition, pour moi, c'est la conscience, tout simplement. Mm. Et puis, on va aller encore plus loin. Pour moi, c'est l'âme. Hein. Le public ne le sait pas, mais tu te bats contre des addictions. Tu vis une descente aux enfers terrible. Comment ça a démarré ? Alors, terrible parce qu'elle est insidieuse et lente. Pas terrible parce qu'elle est foudroyante. Au contraire. Donc, ça a commencé parce que j'aimais beaucoup la nuit, j'aimais beaucoup boire, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais bien être la dernière couchée. Et en fait, je ne tenais pas l'alcool. Mhm. Donc, je dis souvent, je ne tiens pas l'alcool, mais j'y tiens particulièrement. Mais est-ce que tu as commencé au moment de tes succès ou ça avait commencé avant ? Non, au moment de la tournée, en fait. Ok. Ça a commencé à 27 ans. Mhm. Et à boire, ça a commencé avant. D'accord. Voilà, j'ai toujours bu, toujours fait la fête. Mais sauf que là, je découvre pour la première fois la cocaïne, en fait, en tournée. Mhm. Et je me dis, merveilleux, j'ai trouvé mon arme fatale, quoi, parce que ça me permettait d'être en forme, ça me permettait de ne pas manger aussi, parce que j'avais beaucoup de complexes. Ça m'a permis aussi d'être la dernière couchée, donc d'être la préférée, d'être la nana qui reste tout le temps jusqu'au dernier La moment. plus simple, la plus drôle. Ouais, Pas la seule, oui, on s'est compris, la plus drôle. Ouais, c'est ça. Mais la plus simple aussi, parce que le côté mec, quoi, tu vois. Et puis aussi, ça m'a La permis bonne aussi copine. de ne pas être bourrée, de Mm. ne pas être ivre, de ne pas Mm. vomir, de ne pas aller me coucher. En 2019, avec Kérosane, il s'agit d'un album, ton 5e, et d'un livre, ton premier où tu racontes tout. Pourquoi cette démarche ? T'as pas eu peur de perdre ta notoriété Non, alors par contre, il faut être honnête, j'avais pas grand-chose à perdre hein, à ce moment-là. Mm. Donc ma notoriété, elle avait déjà quand même pas mal chuté. Et les albums marchaient de moins en moins et c'était très dur. De toute façon, mon 4e album, en fait, m'a vraiment propulsée en enfer parce que Pink Lady, j'ai adoré cet album. Déjà, je l'ai écrit et composé vraiment dans la conso. Dans la conso, j'étais très alcoolisée, je faisais beaucoup la fête, je travaillais avec des gens pour cet album qui consommaient aussi de la cocaïne. Donc on travaillait beaucoup la nuit. Donc bon, déjà, et puis moi j'étais maman. Donc là ça changeait tout. Ça changeait tout parce que j'avais réussi à calmer un peu le jeu. D'ailleurs, j'avais fait un album Et puis Juin qui était quand même beaucoup plus calme. Et enceinte, tout ça, doucement, 2011, 2012, 2013. 2014, c'est la descente aux enfers. Je me sépare du père de mon fils. Et là, c'est une semaine sur 2. Donc, je me retrouve une semaine avec un enfant, une semaine sans enfant, une semaine à faire la fête, une semaine à essayer de tenir la barque. Je la tiens pas du tout, tu vois. Et en fait, cet album, je mets tout ce que j'ai là-dedans et j'y crois et je l'aime. Et pour moi, c'est mon préféré et ça ne fonctionne pas. On n'en vend pas. Les tournées, finalement, ça s'annule. Donc, on fait des petites dates, c'est-à-dire au lieu d'être 5 ou 6 comme on pouvait être avant, on est 2 ou 3. Il y a moins de dates, des plus petites salles. Et puis, moi, je viens de très loin parce que j'ai commencé très haut tout de suite. J'ai jamais galéré dans la musique, en fait. Et là, je commence à galérer parce qu'en fait, on n'a plus la personne qui va m'aider à porter mes trucs, à m'installer. Je me retrouve un peu comme si je commençais. Et en fait, j'aime pas. Moi, j'ai jamais aimé ça. En fait, j'ai pas peur des fins. Moi, j'ai pas peur de la fin, jamais. J'ai peur des débuts. Et j'ai peur de tout ce que je ne connais pas au début. Donc là, à ce moment-là, je me dis, mais je ne sais même pas brancher ma guitare. Genre, on me demande de changer les cordes de ma guitare, je ne les ai jamais changées. Donc j'avais un backliner, c'est la personne qui s'occupe de tes instruments. Enfin voilà, j'avais l'impression, en fait, d'être dégradée, de perdre du grade, quoi. Et donc là, c'est quand les gens vous aiment autant, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Les fans, c'est ça. Hein. C'est un amour inconditionnel, celui qu'on cherche toute notre vie. C'est les fans, vous pouvez prendre 10 kilos, ils diront, mon Dieu, qu'elle est belle. Ils s'en foutent. Ils vous aiment, quoi qu'il arrive. Quoi. Et quand d'un coup, tu as 700 000 personnes qui achètent ton album et que d'un coup, tu peines à avoir 20 000 albums vendus, tu te dis, où sont passés ces gens qui m'aimaient ?
Et donc, c'est extrêmement violent. À ce moment-là, de toute façon, dans ma vie, c'est plus possible, ni financièrement, ni au niveau de ma santé, au niveau de mon fils. Je rencontre quelqu'un, donc j'ai envie que cette histoire fonctionne. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et plusieurs déclics qui font qu'à un moment donné, je me dis, bon, stop. Le 11 octobre 2017, Voilà. fin de l'alcool et la drogue, Ouais. une date symbolique. Tu es maman d'un petit garçon né en 2011, Solal. Tu as d'ailleurs écrit une chanson très belle, Si ce n'était pour toi. Parle-nous de cet arrêt alors. Comment il s'est fait? Ça a été vraiment ce moment, comme on se disait en off tout à l'heure, où la fuite devient plus douloureuse que la réalité. Donc, en fait, c'est plus possible de continuer. Et je n'avais pas encore compris que j'étais malade et que l'addiction, l'alcoolisme, la dépendance, c'est une maladie et qui normalement se soigne avec énormément d'outils. Et en fait, à ce moment-là, je considère que ma volonté suffit. Et c'est pas de la volonté, c'est vraiment un désir d'être sobre. Donc c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Et donc surtout, je me mets à écrire mon livre et à écrire cet album Kérosène, ce qui deviennent mes béquilles. Et ça me prend 2 ans et je travaille. Et voilà, cet album sort en 2019. Et je suis sobre et je raconte tout ça pour me faire du bien, en fait. Et tu racontes même une scène si personnelle. Tu dis « sauvé par mon fils » dans ton livre. Parle-nous de cette scène. Oui, je dis que Solal se réveille d'un cauchemar et tombe droit dans le mien. Donc c'est vrai que ce genre de scène où un enfant se réveille et tombe dans une fête où il y a du monde que je ne connais pas, où il y a des cadavres de bouteilles partout, de la drogue, il y a un truc très malsain. Et d'un enfant de 5 ans qui se réveille et qui a ce regard si pur et qui, voilà, c'est-à-dire que ça fait partie Tu l'as vu à ce moment-là? Oui, ça fait partie des déclics. Tu te dis, je peux pas continuer comme ça. Mais à ce moment-là, dans la soirée, on n'est pas clean. On peut pas prendre cette décision. Mais cette image va me hanter longtemps, en fait, et va m'aider à tenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurais eu envie de consommer quoi que ce soit, j'aurais cette image de Solal qui se réveille. Et Solal, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, quand il me le dit, enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas souffert de ça, il n'en parle pas. Il n'a jamais vu sa mère se droguer, ou il m'a jamais vu ivre par terre, ou il m'a jamais... Moi, j'ai tellement souffert d'essayer de tenir la baraque en dépit de mon état d'ivresse, ou état de lendemain de fête, ou état dépressif. J'ai tellement fait en sorte d'être une bonne mère que mon énergie, j'ai mis tout là-dedans, quoi. Et j'étais pas une bonne mère, je ne pense pas, mais en tout cas, j'ai tout fait pour, en dépit de tout ça, et je pense que j'ai sauvé les meubles. Mais pour lui, pas pour moi. Donc, tu décides d'arrêter la drogue. Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que tu es allé... C'est juste ta décision propre? J'ai décidé, oui, d'aller voir une addictologue. En fait, j'avais déjà été hospitalisée, pas pour faire une cure du tout, mais parce que je vis des moments de dépression terribles. En fait, j'ai envie de mourir. Et moi, à ce moment-là, je pense que je suis dépressive. Donc, même quand je vais à l'hôpital, je dis, voilà, gardez-moi, je voulais me faire du mal. Donc, j'ai appelé mes parents pour qu'ils viennent. Comment a réagi ton entourage, justement? Là, personne ne sait qu'il y a la drogue et tout ça. Avant que je sorte Kérosène, personne ne sait. Okay. Donc moi, je dis que j'ai envie de mourir. On pense que je suis dépressive. Moi-même, je crois que je suis dépressive grave. Mais je me dis que je consomme de la drogue parce que je suis dépressive, pas l'inverse. Et donc, c'était après 2 hospitalisations aussi. Et j'avais rencontré une addictologue qui m'aidait énormément, que je voyais chaque semaine, une addictologue psychologue. Voilà. Et à partir de là... J'ai écrit ce livre, mon histoire d'amour a commencé, c'était magnifique. On a écrit un album avec Romain qui s'appelait Kérosène. Et voilà, l'amour et puis tout ça. La plus belle des énergies, oui, ça t'a aidé? Ouais. Ah bah oui, c'est surtout ça. Évidemment. Après, ça fait pas que ça, l'amour, malheureusement. Ça fait l'inverse des fois, parce que quand ça va pas, quand on se dispute, quand il y a des choses qui vont tu repars. Bah en fait, non, mais à ce moment-là, non, mais en tout cas, oui. L'amour, on te dit souvent quand tu arrêtes au début de consommer de la drogue. Je dis arrêter de consommer, c'est ça qu'on dit, c'est le mot qu'on dit dans le jargon, consommer. Quand tu arrêtes, en général, il vaut mieux être célibataire, quoi. Et si tu arrives à t'occuper d'une plante, tu peux passer à un chat, et une fois que tu arrives à t'occuper d'un chat, tu peux essayer d'avoir un mec, quoi. Mais je veux dire, faut pas et avoir un enfant, je te dis pas. Donc normalement, en début de clean,
on appelle ça aussi en début de clean, il faut quand même ne pas opérer de grands changements, il faut s'occuper de soi. Et moi, j'avais pas compris ça parce que j'étais pas du tout consciente d'une maladie. Et l'album sort et le livre sort en 2019. Et puis au moment de la tournée, on a fait une dizaine de dates. Évidemment, le Covid fait surface. La tournée s'annule. Je vais raccourcir un peu cette période-là, mais il y a ça, il y a un cancer du sein qu'on m'annonce en avril 2021. Et en fait, tout ça fait que moi, je rechute, mais je rechute parce que je crois aussi que je suis guérie. Donc, je me dis, je vais boire. Pour moi, dans ma tête, je vais boire un verre comme tout le monde. Je me dis, Mais ça y tu est. rechutes à quel moment? Quand on t'annonce le cancer du sein? En fait, c'est entre Covid, cancer. J'ai pas les dates exactes, tu vois. Je vais pas te faire un planning, mais c'est dans cette période-là. Il y a eu beaucoup de rechutes et surtout de me dire, mais attends, mais est-ce que je peux boire? Est-ce que je peux pas boire? Mais en fait, si je bois immédiatement, ça finit pareil. Et donc, 3 ans après, si je prends un verre, ça finit pareil. Au bout de quelques fois comme ça, je me dis, bon, donc là, je vais repartir. J'ai conscience de ça. Je ne veux surtout pas repartir. Je trouve une solution sur Internet parce qu'on est en confinement. Enfin, en confinement, en tout cas, les choses ne sont pas ouvertes. On n'est pas confiné à ce moment-là, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont interdites. Voilà. Et je trouve les groupes de narcotiques anonymes en Zoom. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à partir de là, mon rétablissement est totalement différent. Donc, il y a eu Kérosène, pour moi, c'est la prise de conscience d'un problème, mais le rétablissement, pour moi, il commence en 2021, quoi. Voilà. Avec les montagnes roses. Avec les montagnes roses qui a été ce qui est intéressant, c'est que tu fais toujours album et livre. Alors là, c'est une chanson. Ouais, c'est une chanson, mais qui... Et alors, parle-nous des montagnes roses. Les montagnes roses, c'est un peu les rechutes aussi, parce qu'en fait, on monte, on descend, et disons que nos émotions sont vraiment des montagnes russes, en général, mais nous, les addicts, on a l'habitude de monter dedans, tu vois. On n'est pas obligé, en fait. Il y a une émotion qui passe, tu peux la regarder ou tu peux monter dedans. Et le problème des addicts, souvent, ils montent dedans. Et en fait, ils se font trimballer de partout. Et en fait, dans leur montagne, ils entraînent avec eux la famille, la drogue, enfin tout le bordel qu'on connaît, c'est un vortex. Hein. Et donc, pendant cette période-là, de quelques mois, parce que j'ai écrit ce journal en quelques mois, il y a j'arrête, je rebois, je retrouve la drogue, et puis non, finalement, la drogue, c'est bon, c'est fini, il n'y a que l'alcool, et puis j'arrête, et puis finalement, je suis malade, et puis je me fais enlever un sein, et donc je déprime. Mais alors justement, le cancer du sein, comment tu le vis à ce moment-là? Franchement, c'est les montagnes russes, encore une fois, parce que le truc, c'est que moi, je suis dans un chemin d'évolution extrêmement puissant depuis des années. Et tu as une puissance en toi. Tu viens de dire en une phrase, on m'enlève le sein. Est-ce que tu prends conscience de cette énergie et de ce que tu dégages et comment tu vis les choses, qui sont des choses dramatiques? J'ai eu une péritonite, on m'enlève un sein. J'ai l'audace de défendre des causes parce que en plus, tu nous informes. Cette transmission aux enfants et cette inquiétude constante et consciente. Par exemple, tu parles de ton cancer du sein et de l'hormonothérapie. Merci, j'ai découvert quelque chose. C'est-à-dire que tu as de la chance. Non, mais c'est-à-dire que tu informes et on a l'impression que tu vis des choses pour ensuite plonger dans quelque chose pour finalement aider les autres. Tu en as conscience de ça? J'en ai conscience maintenant, mais je ne veux pas paraître non plus présomptueuse ou prétentieuse. J'ai pas une mission. J'ai pas une mission, mais je pense qu'en tout cas, on a tous une mission de vie, c'est-à-dire on a tous quelque chose à faire ici, c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression que moi, ça serait plutôt de traverser des choses, de les conscientiser et puis de transmettre, parce que je crois que c'est Churchill ou je ne sais même plus qui disait une expérience qui n'est pas transmise est trahie. C'est très important. Je veux dire, à quoi ça sert de vivre des choses si c'est déjà pour soi-même, hein, ça doit être une leçon pour soi. Il faut prendre la leçon de l'expérience, ça c'est sûr, de l'épreuve. Et si en plus on peut en parler et aider d'autres gens qui vivent la même chose, je trouve ça génial. Alors pour le cancer, c'était pas trop le but non plus, à la limite l'addiction beaucoup plus. Je n'ai pas l'impression de pouvoir aider les gens à vivre un cancer, c'est pas vrai. Mais par contre, alerter sur les effets de l'hormonothérapie, voilà, c'était ça l'idée. C'était déjà d'expliquer que mes médecins, qui étaient pourtant des super bons médecins, avec qui j'ai rendez-vous là d'ailleurs dans une demi-heure, ils étaient centrés sur ma santé physique et sur ma vie. Et donc, ils se sont pas dit, on lui a sauvé la vie et maintenant, on va regarder si elle n'est pas déprimée, quoi. Et c'est vrai que souvent, c'est le cas. Et nous, on n'a pas du tout envie
d'aller emmerder des gens qui vous ont sauvé la vie et leur dire au fait, j'ai envie de crever. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as sauvé la vie, je vais pas te dire que j'ai envie de mourir. Et en fait, l'hormonothérapie, c'est une mise en ménopause très violente, très brutale pour les cancers hormonodépendants. Et les cancers hormonodépendants, c'est 80% des cancers du sein. Donc, c'est-à-dire que pratiquement toutes les nanas, 8 femmes sur 10, sont sous hormonothérapie. J'en connais moi autour de moi une quinzaine. Ça dure 5 ans minimum. Et c'est une piqûre par mois, un cachet par jour qui vous mettent les hormones à néant, les ovaires au repos. Et donc, je me suis retrouvée au mois d'août 2021, ménopausée. Et puis, en fait, plus aucune envie de rien, envie de mourir encore une fois. Je dis, c'est pas possible. Je vais pas à chaque fois me la refaire. Et en fait, oui, je vais à chaque fois me la refaire. Donc, je dis là, il y a une leçon, il y a un truc à apprendre, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il va falloir que la paix, je la trouve en moi, parce que si je commence à m'accrocher à tous les éléments qui sont extérieurs à moi, je vais continuer à monter et descendre dans ces montagnes. Mais est-ce que tu entends que toutes ces souffrances sont des sources d'inspiration incroyables pour toi? Oui, mais c'est pas le but. Alors, l'inspiration, moi, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ça soit des sources d'expérience et surtout d'évolution. Et donc, après, oui, ça m'inspire, et encore pas des chansons forcément, hein, ça m'inspire. Mais ça m'inspire en fait de l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais d'avoir trouvé en moi la paix à l'intérieur de moi, ce qui fait que beaucoup de choses arrivent, parce qu'il s'en passe des choses quand même. Je pourrais être extrêmement inquiète sur plein de choses, financièrement, ma santé, le fait de vieillir. Enfin, on a tous des problèmes. Je suis célibataire. Enfin, il y a plein de choses. Ben, en fait, pour moi, tout est parfait. Tout est parfait parce que je me suis, à un moment donné... je me suis dit stop, ça suffit de devoir subir les choses qui sont extérieures. Parce qu'en fait, si tu regardes autour de toi, il y a toujours évidemment des gens qui ont perdu un enfant, des gens qui sont malades, des gens qui sont ruinés, des gens qui ont... la maison elle a pris feu. Et de regarder ce truc-là, oh, quelle horreur, comme si ça pouvait pas nous arriver. Mais en fait, c'est une folie. C'est une folie parce que tout ça peut nous arriver vraiment et c'est normal. Enfin, ça fait partie de la vie. Parle-nous de ton podcast Contradiction. Alors, Contradiction, ça pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a sauvée. Déjà, parce que c'est à ce moment-là où justement j'allais très mal et que j'ai terminé encore une fois à Sainte-Anne vraiment dans un mauvais état, parce que là pour le coup c'est pas que j'étais déprimée, c'est que j'ai voulu vraiment en finir en fait clairement, et ça je le raconte dans Les Montagnes Roses. Et là, en sortant de là, doucement, je reprends vie. Et puis, j'ai une rencontre incroyable avec Marjorie Murphy, qui m'a interviewée comme toi, pour son podcast, qui s'appelle 40, avec qui on a échangé. À la fin, je lui ai dit, mais moi, pendant le Covid, j'avais préparé une idée de podcast, ça me fait voir et tout. Et puis, elle me dit, mais moi, je veux faire ça absolument. Et on a commencé à faire ça. Et en fait, tout de suite, ça m'a occupé des journées entières parce que j'avais envie d'interviewer plein de gens. Donc, j'envoyais des bouteilles à la mer. Et en fait, on m'a répondu. Et je croyais jamais pouvoir avoir Carla Bruni ou Joe Star ou Bec BD. Enfin, j'ai toujours trouvé la porte d'entrée pour avoir ces personnes-là. Et le but n'était pas du tout de faire du people. Alors, vraiment pas. Et d'ailleurs, mon podcast n'est pas du tout. Oui, tu reçois des médecins, professeur Carilla, Romain, enfin, il y en a plein. Romain Dian. Oui. En fait, je veux avoir un panel de gens, mais c'est-à-dire le panel, pas que d'addicts. C'est-à-dire que l'addiction, c'est pas un luxe que se payent les toxicos. C'est aujourd'hui, avec le consumérisme, on est tous addicts. Nos enfants, c'est des armées d'addicts devant des écrans. Donc, je pense qu'on va en parler de l'addiction à un bon moment. Alors, oui, je suis encore opportuniste sûrement, mais aujourd'hui... Pour pouvoir se sentir heureux et libre, il faut se désaliéner de plein de choses. Et ce podcast, pour moi, c'est vraiment un podcast pour amener vers la liberté. Je dis que c'est un podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien, parce qu'en fait, on ne peut pas aller bien sans bosser. Voilà. Et que moi, mon chemin, il est jalonné d'évolution, parce que traverser du désert, il faut absolument parfois accepter de traverser le désert. Il faut l'accepter. Tu as beaucoup dit, aujourd'hui, j'ai trouvé la paix. Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé la paix et comment tu l'as trouvée? Je l'ai cherchée déjà, parce que avant, si tu me disais, mais t'as pas envie d'être en paix, je dis, mais c'est nul la paix, moi je veux que ça brûle, je veux que ça saute. Et en fait, je suis épuisée, donc ça y est. Mais est-ce que tu as reçu de l'aide aussi, hein. Est-ce que tu as reçu de l'aide? J'ai été chercher de l'aide. On veut pas, quoi. En fait, il faut pas aider les gens s'ils nous l'ont pas demandé, en fait, je crois. Ça, c'est sûr. Donc, quand je reçois des messages de parents qui me disent, oui, mon fils, machin... C'est impossible d'aider un enfant qui n'a pas envie d'arrêter. Parce que déjà, quand tu as envie d'arrêter, c'est dur. C'est impossible. Il faut tellement de choses pour arrêter de consommer quelque chose qui nuit à ta santé, qui est très, très puissant. C'est une
passion triste, comme dirait Spinoza, il faut le remplacer par une passion active qui est la joie. Donc, aller trouver la joie à l'intérieur de toi quand tu as 17 piges et que tu adores les pétards, vas-y, comment tu fais? Donc, il faut plutôt accompagner les gens, leur montrer qu'on est là, ne pas rompre le dialogue et parfois même s'intéresser. Par exemple, moi, ça m'arrive maintenant d'aller m'intéresser à ce que fait mon fils alors que je n'aime pas ça. C'est qui ce youtubeur et pourquoi tu aimes et j'essaye, voilà, parce que je sais que de toute façon, il va passer 5 heures à regarder ça, autant que ça soit pas un monde fermé comme ça. Il faut pas être fermé parce que ça peut arriver à tout le monde et qu'il n'y a pas de honte à avoir soi-même des addictions ou qu'un enfant... votre enfant en est. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et on est addict ou on l'est pas. Hein. Tu es tellement authentique et honnête dans un monde en 2023 qui semble si, parfois, même si on y vient maintenant, mais si lisse. Comment a réagi ton entourage, surtout l'univers artistique? Est-ce qu'ils ont été bienveillants? Est-ce que justement cette authenticité, quand tu dis, tout à l'heure tu as dit... nous, les addicts, comme si c'était encore là, alors que tu ne cesses de dire que tu es guéri. Non, je dis que je suis libre, mais parce que je ne consomme pas, mais on est addict à vie. C'est comme j'ai arrêté de fumer il y a presque un mois, je suis fumeuse abstinente, tu vois. Et ça reste, je suis fumeuse. Hein. Je veux dire, si tu me donnes une cigarette, c'est reparti. C'est ça qu'on dit. Donc, tu me donnes un verre de vin, c'est reparti aussi. Si comment a réagi ton environnement? Et ben, en fait, y en a qui pensent que c'est une posture. Mais en fait, ça m'intéresse pas trop de savoir. Ça t'intéresse pas? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, parce que je sais que de toute façon, il y aura toujours du jugement. L'essentiel, c'est que moi, ce que je fais, j'y crois. Et que je me rends bien compte que ça aide des gens. Et je suis pas là du tout pour avoir des médailles. Pas du tout. Et je suis surprise moi-même du succès de ce podcast et surtout de ce que ça m'amène comme autre projet. Parce que moi, ça fait 1 an que je travaille. C'est pas lucratif du tout. Zéro. Le podcast, il faut le savoir, aujourd'hui, si vous écoutez ça, si vous avez envie de faire du podcast, l'économie, c'est nul. Il n'y a pas d'économie du podcast soi-même en soi. Il faut avoir... aujourd'hui, c'est du don de soi et du partage. Exactement. Donc moi, le but, c'est d'abord... Il y a une vitrine aussi, il faut être honnête. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'être présent sur les médias aussi parce que j'aime cette présence-là. Mais c'est du don de soi, oui. Moi, je prends ça comme du service. Voilà. Et la chanteuse dans tout ça? La chanteuse, j'avoue qu'aujourd'hui, elle a du mal à se trouver, à se voir chanteuse. C'est-à-dire, je chante, j'écris, je compose encore. J'ai des chansons qui peut-être seront sur un album, mais alors, je suis pas chanteuse. Voilà, c'est pas du tout mon statut. Je me considère. D'ailleurs, je me suis jamais considérée comme chanteuse. Je pense que c'est ça aussi le problème qui a fait que j'étais illégitime. Parce que j'ai jamais appris à chanter, parce que en fait, je chante les chansons que j'écris, donc j'interprète. Mais je suis une interprète, je suis une auteure, et puis aujourd'hui j'ai un podcast, et puis je fais des conférences maintenant, je fais plein d'interventions. J'ai un business qui s'appelle Parolière particulière et qui commence à cartonner, c'est des chansons sur mesure pour des événements. Donc il y a des gens qui m'appellent pour me dire voilà, je fais les 70 ans de ma grand-mère, et en fait ils vont me raconter toute leur vie sur leur grand-mère, et je prends 3 heures pour écouter ça, et puis après je vais faire une chanson pour eux. On trouve ça en ligne, sur Internet? Parolière particulière. Tu ne cesses d'innover. Non, mais en fait, je fais plein de choses. J'aime bien ne pas avoir d'étiquette. Voilà. Donc, si on pouvait arrêter de penser que je suis chanteuse, ça m'arrange. Ok. Pourquoi tu as choisi le nom Rose? Ton vrai prénom, c'est Keren. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est que là, on vient de parler tout à l'heure de ma prof de français de 5e et Mademoiselle Rose. Et je me dis inconsciemment, quelque part, elle a changé ma vie. Rose, c'était Janis Joplin, c'était le film The Rose de Bette Midler, avec Bette Midler, de Mark Rydell. Tu as toujours dit que c'était pour ça que tu t'appelais Rose. Bien sûr, et quel destin. Bien sûr. Et en fait, finalement, wow. Oui, mais on parlait tout à l'heure d'un professeur et tu amènes à un cheminement de vie qui te fait penser peut-être à une professeure, tu m'avais dit. Oui, finalement, inconsciemment, il y avait ce Mademoiselle Rose. Mais bon, en même temps, il y avait aussi une institutrice, Madame Lanterry, de CM1. Mais Rose aussi, ce qui est très drôle, c'est que je me disais l'autre jour, Keren Anne ne se doute pas qu'elle a joué un rôle dans ma carrière. C'est-à-dire que à cause ou grâce à elle, je n'ai pas pu m'appeler Keren. Parce qu'elle existait, elle, déjà. Et c'est drôle de se dire que ça a peut-être changé plein de choses dans ma vie, le fait de m'appeler Rose ou pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, je regrette rien. Hein. Tu ne regrettes rien. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Keren, justement, cette petite fille que tu étais?
Je lui dirais, essaye quand même toujours d'écouter cette petite voix tout le temps en toi qui te dit est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que si tu penses que quelqu'un te regarde là-haut, qu'est-ce qu'il penserait. Parce que moi ça m'aide beaucoup de penser qu'il y a quelque chose dans l'invisible, que ce soit l'univers, Dieu, ma grand-mère, qui vous voulez, mais quelqu'un qui en fait, avoir la foi. Je lui dirais, essaye d'avoir la foi, parce que je ne l'ai pas eu pendant 40 ans au moins. Je commence à avoir une foi dans l'univers, dans le fait que les bonnes choses peuvent arriver vraiment, quoi. Et moi, j'étais très, très désinvolte. Mais surtout, je pense que je lui dirais pas grand-chose parce que, en général, les petites filles, elles n'écoutent pas et elles ont envie de vivre leur expérience. Et je pense que on vient sur Terre pour mener une vie. Et parfois, il faut la mener, tout simplement. Hein. C'est pas la peine d'écouter les autres. Hein, c'est notre vie. Est-ce que dans ton podcast Contradiction, on trouve la réponse sur comment se sauver, comment sortir de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un message qu'on puisse entendre? Oui, bravo, merci. Merci de dire ça parce que c'est important de savoir si on est là pour ça. Le but, c'est vraiment d'avoir des réponses et des outils. Parce qu'il n'y a pas une chose qui marche pour tout le monde. Et surtout, il faut comprendre que pour se sauver d'une addiction, il faut déjà libérer la parole, accepter. La première chose qui fonctionne, et ce message, il est important dans tous les 40 podcasts que j'ai faits, c'est accepter sa maladie, accepter qu'on est dépendant, accepter qu'on souffre et qu'on a perdu le contrôle. À partir de là, il y a tout un panel d'outils qu'on propose dans les podcasts et chacun y trouvera le sien. Moi, je parle énormément des groupes de parole parce que c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui sauve beaucoup de gens, mais aussi tout simplement d'aller se remplir de choses positives pour pouvoir se libérer des choses négatives. C'est très simple, c'est toujours la même logique. On a en nous 2 vases. Si tu remplis le bon, le vase pourri, il va se vider. Et puis si tu remplis le mauvais, il y aura moins de place pour le bon. Enfin, tu vois, c'est une histoire de balance, quoi. Et au lieu d'aller se battre contre une polarité négative, c'est-à-dire de dire je veux plus consommer, ou je veux plus être en colère, ou je ne veux plus être égoïste. Souvent, quand on veut combattre quelque chose de défaillant chez nous, on s'obstine. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est pareil que ne pense pas un camion rouge, tu vois. C'est l'inverse. Au lieu d'aller s'acharner sur cette mauvaise polarité, il faut aller nourrir la bonne. Donc, si tu veux plus être égoïste, essaie de nourrir ta part altruiste, de faire des petits gestes altruistes. Si tu ne veux plus consommer de drogue, essaie de consommer des choses qui vont te faire du bien. Donc, moi, c'était la philosophie, la lecture, le yoga. J'en sais rien, il faut trouver, quoi. En fait, il faut chercher. Merci pour ce moment authentique qui t'incarne tant. Merci Rose. Et rendez-vous sur Contradiction, le podcast. À bientôt. Merci beaucoup.